Bonjour à tous, c'est super de vous voir aussi nombreux. On va pouvoir démarrer, donc j'espère que vous va bien Nassim et moi-même. Et du coup, en attendant que les prochains nous rejoignent et qu'on démarre le vif du sujet, Nassim va vous présenter un petit peu qui nous sommes, après vous avoir demandé qui vous êtes. Donc je lui laisse la parole. Donc, bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour ce webinaire. Pour commencer très rapidement, d'attendre les dernières personnes qui vont nous rejoindre, voilà, nous sommes un peu curieux de savoir qui vous êtes, quel poste vous occupez, puis depuis quand. Donc, je vous invite à le partager dans le chat. Ce sont des informations voilà, qui seront précieuses pour nous aussi pour mieux comprendre vos centres d'intérêt et vos attentes. Donc pendant que vous faites ça, nous allons pouvoir attaquer une très brève présentation de qui nous sommes et d'Apollo, donc notre société. Nous n'allons pas prendre trop de temps sur cette partie, mais voilà, c'est important pour nous de présenter rapidement qui nous sommes. Donc Apollo, c'est une ESN qui a été créée en 2004, principalement implantée sur Lyon, près de la Part-Dieu, avec nos nouveaux locaux fraîchement rénovés et un petit bureau à Paris et à Grenoble. Donc, c'est une centaine de collaborateurs avec des profils aussi bien techniques que fonctionnels, donc des développeurs, des chefs de projet, des product owners, tels que nous le sommes. Aujourd'hui, nous faisons partie d'une communauté au sein d'Apollo, les apologistes, la communauté fonctionnelle. Donc, vous pouvez retrouver ici la core team qui se charge un peu de l'animation de cette communauté. Et donc, voilà, cette communauté fonctionnelle, qui est aussi ouverte aussi bien en interne qu'en externe, organise de nombreuses activités, hein. Vous pouvez retrouver des podcasts, du coaching, des articles qui sont parfois relayés sur LinkedIn, mais c'est aussi de la participation à des événements tels que le CAR à Lyon, l'organisation également d'un un grand moment d'échange en présentiel qui est ouvert également aux externes, l'espace d'une soirée auquel certains d'entre vous ont peut-être participé l'année dernière au Mama Shelter. Donc, nous serions aussi heureux de vous retrouver lors de ce prochain événement. N'hésitez pas, nous allons partager notre lien LinkedIn à nous rejoindre sur ce groupe-là et puis à découvrir un peu plus qui nous sommes. Donc, un exemple d'événement, là, aujourd'hui, ça va être notre premier webinaire. Donc, nous sommes vraiment preneurs de vos feedbacks. Donc, pour ma part, je vais être en support de Gladys et relayer vos questions si vous en avez, que nous vous demanderons de mettre dans le chat lors de la présentation. Alors, bien sûr, une partie un peu plus d'échanges un peu plus vocaux à la fin de la session. Bienvenue à tous. Top. Du coup, je vais enchaîner donc, sur le programme. Nassim me relayera du coup vos questions parce que je ne vois pas le chat. Donc, du coup, voilà, on l'anime à deux. C'est plus sympa en plus. L'objectif de cette pause conf, c'est de vous présenter ce qu'est une user story. J'imagine que la plupart d'entre vous le savent, mais peut-être pas. Mais surtout, du coup, de se concentrer sur comment on peut évaluer la qualité d'une user story sur son fond et sur sa forme. Je commencerai par voilà, la base de la base. Qu'est-ce qu'une user story? Comment y organiser un backlog? Donc, c'est peut-être une partie que les plus aguerris d'entre vous ne trouveront pas voilà, des plus intéressantes ou des plus nécessaires, mais qui me semblent nécessaires parce qu'on a un public quand même voilà, de tout type aujourd'hui. Ensuite, on regardera donc comment évaluer une user story. Donc, qu'est-ce qu'une mauvaise user story? Qu'est-ce qu'une bonne user story? Comment la construire? Comment s'assurer qu'elle est correcte et compréhensible? Et le vrai gros de cette présentation, ce sera voilà, comment challenger le découpage des user stories. Je vous présenterai un outil créé par Olivier Lelanne qui s'appelle le Split Poker. Et à la fin, on terminera par voilà, un moment très informel, un klaxoon qu'on a mis en place sur lequel vous pourrez partager vos templates, récupérer les nôtres.
et noter cette présentation. Et surtout un moment d'échange oraux pour le coup, là, on pourra réactiver les micros pour discuter, se partager nos bonnes pratiques, réagir. Sinon, effectivement, comme l'a dit Nassim, je vous demanderai au fil de la présentation de poser vos questions dans le chat et on s'interrompra très souvent pour y répondre. Voilà, pour ne pas perdre trop de temps et qu'on tienne bien le timing, je vous propose de démarrer par la base de la base, le backlog. Finalement, qu'est-ce qu'un backlog? Comment est-il organisé? Alors, c'est un peu un système de poupée russe dans un backlog. On a en partie très, très macro, très, très stratégique, tout ce qui est thème, épopée, qu'on appelle aussi épique, voilà, selon si on est en anglicisme ou pas. Ces thèmes ou épopées contiennent des fonctionnalités qui elles-mêmes contiennent des user stories, qui elles-mêmes contiennent des tâches. C'est pour ça que je parle un peu de poupée russe. Si je donne un exemple, mince, je ne sais pas si ça c'est visible. Si je donne un exemple, du coup, une épique, on pourrait avoir créé un profil de membre, par exemple sur un site internet. Pour cette épique, le profil membre, on pourrait avoir les fonctionnalités, créer un profil membre, lire un profil membre, mettre à jour le profil membre, supprimer le profil membre, fameux CRUD. Et pour chacune de ces fonctionnalités, on va avoir une déclinaison de user story. Pareil, pour illustrer mon propos, pour la user story créer un profil membre, on pourrait avoir, en tant que client, je choisis un identifiant et un mot de passe afin d'accéder à mon profil. En tant que client, je rentre mes renseignements personnels afin de compléter mon profil. En tant que client, je mets une photo de profil afin d'être rapidement identifié sur le site. Voilà, on peut imaginer toute une tonne de déclinaisons pour bien vous montrer qu'on est sur un niveau beaucoup plus fin que le niveau fonctionnalité où on avait créé un profil de membre. Et enfin, pour la user story, par exemple, je choisis un identifiant et un mot de passe afin d'accéder à mon compte. On va avoir toute une palanquée de tâches également. Donc, il va y avoir sur la partie front, mettre en place la page de connexion, mettre en place la page d'inscription si la personne n'a pas de compte, vérifier que le login et le mot de passe qui ont été renseignés correspondent bien à un utilisateur, permettre la saisie de ces informations sur la partie front. Voilà, on voit en fait, finalement, pour répondre à une user story, une multitude de tâches. Ça permet de bien visualiser la gestion du backlog. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui, du coup, c'est le niveau user story. Donc, la user story, hop, ça passe pas. Qu'est-ce qu'une user story? Donc voilà, la base de la base. Une user story, c'est une description brève d'une fonctionnalité qui est racontée du point de vue de l'utilisateur. Un récit utilisateur, c'est pour ça qu'on appelle ça user story. Donc ça doit être court, comme j'ai dit, brève. Ce n'est technique, ça ne sert à rien de rentrer dans le détail. Pour ma part d'ailleurs, c'est vrai que je ne me suis pas présentée, mais je ne suis pas technique. Je suis product owner, mais issue d'une formation plutôt marketing communication. Et ça ne m'handicape pas dans mon travail. Au contraire, ça m'évite de retomber dans ce genre de travers, voilà, d'expliquer au développeur comment il va faire son code. Donc, c'est spécification technique, c'est l'histoire d'un utilisateur, c'est vraiment très marketing et ça doit être écrit du point de vue de l'utilisateur. Qui sont vos utilisateurs, comment les connaître. Vous avez certainement fait le travail au début du projet de définir vos personas. Donc, les personas, c'est les utilisateurs types. C'est des stéréotypes en fait finalement d'utilisateurs. Et vous pouvez tout à fait utiliser leur perspective lorsque vous formulez une user story. Il y a 3 parties dans une user story, le titre, la description et les critères d'acceptation. Donc, je vais présenter un peu chacune. On va commencer par le titre. Le titre utilise toujours cette structure en tant que le persona. Je veux le besoin du persona afin de l'objectif que recherche le persona en répondant à son besoin. Parfois, ce titre-là n'est pas forcément très aimé des développeurs dans un backlog. Ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Ça n'empêche pas de l'écrire dans le corps de la user story et d'utiliser un titre parfois un peu plus descriptif. Voilà, par exemple, prise de rendez-vous, choix des créneaux.
Pourquoi ce format en tant que je veux afin de n'est pas forcément toujours apprécié? Parce que quand il est un petit peu long dans un backlog avec les titres tronqués, des fois ça ne permet pas suffisamment de bien comprendre de quoi il s'agit. Vous verrez dans les exemples de templates que j'ai fournis sur le Klaxoon que voilà, parfois du coup le titre est complété d'un titre un peu plus descriptif. Mais en tout cas, la user story, quand on parle de user story, on doit avoir ce titre en tant que je veux afin de. Donc le persona, c'est le premier élément du titre. Donc par exemple, on peut avoir un abonné du service qui serait un persona, un type d'utilisateur clé, en opposition à un utilisateur qui ne serait pas abonné du service. Voilà, par exemple. Je vais dérouler l'exemple du titre au fur et à mesure. Donc là, le persona, il faut se demander qui va être concerné par cette fonctionnalité. Parfois, c'est très facile parce que parfois, c'est ce persona-là, cet utilisateur-là, qui formule la demande directement. Si vous êtes sur un projet qui est en run, avec des utilisateurs qui utilisent du coup votre logiciel, votre plateforme, ils peuvent formuler des demandes d'amélioration. Donc, auquel cas, vous savez très bien à qui s'adresse cette fonctionnalité. Parfois, quand on est dans une phase de build, voilà, il faut mener l'enquête auprès de ces utilisateurs clés, ces utilisateurs cibles, et bien les connaître pour savoir à qui s'adressera cette fonctionnalité. Une user story peut concerner plusieurs utilisateurs types, auquel cas elle pourrait être déclinée, découpée, de telle sorte d'avoir une user story par persona. Le découpage étant un petit peu le nerf de la guerre et l'objectif même de ce webinaire, à la fin, on fera vraiment un focus sur toutes les manières pour bien découper les user stories. Donc, dans le titre, en tant que je veux, donc là, le je veux, c'est le besoin. Donc là, on ne se concentre pas vraiment sur la fonctionnalité, on cherche vraiment à savoir qu'est-ce que l'utilisateur veut. Donc, si je continue sur mon exemple, en tant que abonné du service, je veux visualiser les créneaux disponibles et hop, sans transition, afin de prendre rendez-vous. Prendre rendez-vous, là, c'est l'objectif, ce n'est pas le besoin, c'est l'objectif. Ce qu'on veut pour répondre à l'objectif qui est de prendre rendez-vous, c'est visualiser les créneaux disponibles. On ne voudrait pas visualiser tous les créneaux possibles, y compris ceux qui sont déjà pris, parce que ça nous ferait perdre du temps pour saisir ce rendez-vous. Donc là, l'objectif, avec cet exemple, je pense que ça illustre bien la différence entre besoin et objectif. On a un besoin en vue d'atteindre un objectif. Si je vous montre un exemple, donc là, on a en tant que client d'une boutique en ligne, je veux voir seulement les produits disponibles dans ma taille. Là, c'est le besoin. Je ne veux voir que les produits disponibles afin de gagner un temps précieux en effectuant mes achats. Là, on est vraiment sur l'objectif. L'objectif, c'est de gagner du temps. Trop souvent, les product owners, les business analysts ont tendance à inverser la notion de besoin et la notion d'objectif. Et on retrouve parfois, comme j'ai là dans l'exemple qui est barré, le comment à la place du besoin et le besoin à la place de l'objectif. Donc là, un mauvais titre de user story aurait pu être « En tant que client d'une boutique en ligne, je veux filtrer les produits affichés par taille ». Donc là, on est vraiment dans le comment. Hein. Je veux filtrer les produits affichés par taille afin de ne voir que les produits disponibles qui m'iront. Sauf que mon besoin, c'est pas de voir les produits, l'objectif, c'est pas de voir que les produits disponibles. Mon objectif, c'est de gagner du temps ou de m'assurer de commander un produit qui va m'aller. Mais c'est pas de ne voir que les produits disponibles. Voir que les produits disponibles, c'est mon besoin pour répondre à l'objectif. Donc le bon titre pour ce besoin-là, ce serait en tant que client d'une boutique en ligne, je veux voir seulement les produits disponibles dans ma taille afin de gagner un temps précieux en effectuant mes achats. Par ailleurs, je le disais, pas trop de comment dans une user story. Ce n'est pas une spécification technique. Et là, dans mon titre, avec le je veux filtrer les produits par taille, je suis vraiment dans le comment. Je donne la consigne au développeur, je veux que tu mettes un critère de filtre par taille et que quand je coche M, je ne vois que les articles qui sont du M. Là, pourquoi c'est un problème de parler de comment au détriment du quoi et du pourquoi? Parce que le développeur, voilà, si on lui dit quoi faire, bêtement, comme n'importe qui, il va dire bon, voilà, il faut que je fasse ça, je fais ça. Je ne me pose pas la question, je ne questionne pas le besoin, je ne réfléchis pas à est-ce qu'il y a une meilleure façon de répondre aux besoins. Alors que si je dis je veux seulement voir les produits disponibles dans ma taille, probablement que le développeur, comme c'est assez classique, va penser aux critères de filtre par taille.
Mais si on est sur des personnes qui questionnent le besoin, qui cherchent à être un peu innovants, on peut aussi se retrouver, comme chez Zalando, par exemple, je sais qu'ils le font. Chez Zalando, ils proposent en fait un petit questionnaire aux clients. Vos mensurations, quelle taille dans cette marque, quelle taille dans cette marque, et ils croisent un peu, avec un peu de machine learning, ils savent dire que tel produit a été renvoyé par un client. Ils gèrent donc leur retour de produit et demandent toujours aux clients, et on répond souvent à ça. D'ailleurs, pourquoi est-ce que vous renvoyez le produit? Eh ben, s'il était trop petit ou s'il était trop grand. Derrière, ça leur permet de dire, OK, donc le M de ce produit en particulier, et là, je ne suis même plus dans la taille, le M de ce produit en particulier, en vérité, c'est plutôt un S. On le voit au niveau des retours clients. Et bien du coup, là, on sort carrément du filtre. Si j'ai renseigné, j'ai répondu au questionnaire, l'IA va en fait savoir que dans cette marque-là ou pour ce produit-là, où normalement je suis un M, il va falloir me conseiller un S ou un L. Ce qui fait que si j'avais simplement filtré sur M, je verrai que les produits qui sont en M. Alors qu'avec cette petite interface de guide, guide de choix des tailles intelligent, et ben finalement, je vais avoir des produits en L, je vais avoir des produits en S, mais c'est des produits qui vont m'aller. Donc, je ne sais pas si là, vous avez peut-être des questions voilà, sur le comment, sur le titre, et comment éviter de tomber dans les travers de trop de spécifications techniques. On en a une en effet de Benoît qui demande si ça laisse justement également le champ libre à l'UX/UI de procéder comme ça. Et tout à fait. Tout à fait. En fait, si on exprime vraiment le besoin, donc le quoi, le pourquoi, voilà, un bon UX, UI, c'est quelqu'un qui ne fait pas seulement des maquettes, c'est quelqu'un qui s'intéresse au comportement de l'utilisateur. Il a besoin de savoir le quoi et le pourquoi pour répondre correctement aux besoins. Moi, personnellement, je suis product owner, je ne suis pas UX, UI. On me demande parfois de faire des maquettes juste pour bien comprendre mon besoin, mais à chaque fois, je leur dis toujours photo non contractuelle. Je ne suis pas UX/UI. Si vous avez une meilleure idée, une meilleure proposition, voilà, je suis ouverte. Et donc, pour le coup, voilà, c'est vraiment un métier de UI. Et donc, c'est important de leur laisser la liberté. Et certains développeurs ont cette double casquette d'ailleurs et aiment beaucoup faire attention au comportement utilisateur. Je vais poursuivre du coup. Donc, une fois qu'on a vu le titre, on a la description. Donc, la description, elle présente le contexte. Alors, elle est facultative finalement, cette description, bien qu'elle contienne les règles, qui me semblent essentielles. Mais voilà, il est communément accepté de dire que cette description est facultative. Moi, j'aime bien, avant les règles, présenter un peu le contexte, expliquer pourquoi la fonctionnalité elle est demandée, pourquoi elle est nécessaire, quelle valeur elle va apporter à l'utilisateur. Potentiellement, on peut l'appuyer de statistiques, de preuves. Voilà, 60% de nos utilisateurs utilisent cette fonctionnalité, donc il faut la faire évoluer de telle manière. Ou on a eu plusieurs retours clients qui nous ont signalé. Voilà. Ça permet aux développeurs de comprendre pourquoi il fait ça. Parfois, il va devoir retoucher quelque chose qu'il a déjà fait et qui, lui, à son goût, semblait abouti. Donc, c'est important, je trouve, d'expliquer pourquoi on fait évoluer. Et puis, c'est aussi important de situer peut-être l'emplacement dans l'application si on est sur quelque chose de très complexe, donc de décrire voilà, à tel moment. Ça permet vraiment d'être sûr de bien être compris. Une fois qu'on a présenté le contexte, dans cette partie description, on va pouvoir rédiger les règles de gestion. Une fois de plus, je l'aurais dit, une fois n'est pas coutume, on ne se concentre pas sur le comment. Voilà, je veux une croix rouge en haut à gauche. Non, ce qu'on veut, c'est le quoi et le pourquoi. Je veux pouvoir rapidement fermer la fenêtre. C'est ça que je veux. Je veux pas une croix rouge, elle est bleue, elle est en haut à gauche, elle est en haut à droite. Il n'y a pas de croix, je fais échappe. Enfin, peu importe. Le vrai besoin du client, c'est pouvoir fermer la fenêtre. Comme je le disais, parfois les règles ne sont pas dans une user story, enfin, ce n'est pas obligatoire, parce que ces règles-là, elles peuvent être décrites au moyen des critères d'acceptation que je vais vous présenter juste après. Alors, vous m'entendrez dire parfois critères d'acceptance, critères d'acceptation, test. Vous avez peut-être lu les deux, les trois. Là, il y a les anglicismes, mais donc on se comprend. Je parle bien des scénarios de test, donc des manières de vérifier si les règles de gestion ont été respectées. S'il y a des questions aussi, n'hésitez pas à m'interrompre. Et sinon, je poursuis. Les critères d'acceptation, donc finalement, c'est les tests. Ça va permettre aux développeurs
de vérifier que les règles de gestion qu'on a définies, qu'on a demandées, ont bien été respectées. Les critères d'acceptation, je trouve que c'est pas seulement pour le développeur, pour vérifier voilà, qu'il a bien pensé à tous les cas. C'est très utile pour le product owner en amont. Personnellement, j'adore rédiger les critères d'acceptation. Ceux qui ont déjà travaillé avec moi le savent, et je crois qu'il y en a dans la salle. Voilà, parce que je trouve que quand on se met dans le concret du scénario, déjà, ça nous permet d'être sûr qu'on a pensé à toutes les règles. Parfois, en écrivant un scénario, on se dit: «Ah oui, mais mince, effectivement, qu'est-ce que je veux qu'il se passe dans ce cas-là?» Donc ça permettrait vraiment d'étayer et de compléter les règles de gestion. Et c'est important aussi pour le testeur, qui derrière va suivre ces scénarios pour vérifier que les critères d'acceptation ont bien été respectés. Par ailleurs, j'en profite pour faire passer le message que pour moi, c'est important que le product owner, teste également. Alors voilà, dans les grosses, structures, c'est communément accepté d'avoir, un département de testing. Je suis pas contre. Je pense que c'est important que le product owner mette les mains dans son produit pour, voir, toucher, sentir, si le développement va dans le bon sens, de ce qu'il attendait. Donc les critères d'acceptation, ça peut remplacer les règles. C'est utile pour le product owner pour vérifier qu'il a bien pensé à tous les cas. Et ensuite, c'est utilisé par les développeurs pour vérifier qu'ils répondent bien aux besoins et les testeurs pour vérifier la conformité de la user story. Plusieurs manières pour définir les critères d'acceptation. Donc, une des manières qui est très, très connue, ça a été inventé par Gherkin, donc c'est inspiré de Cucumber, given, when, then. Étant donné que, la situation initiale, quand il se passe une action, un élément déclencheur, then, donc alors, mon résultat attendu. Donc c'est très, très simple comme, formulation et ça permet vraiment de décrire beaucoup de scénarios. Par exemple, given, un utilisateur qui a, créé une commande valide, donc avec au moins un article dans son panier qui est disponible. Et qu'il a entré, son numéro de carte de crédit, son code de sécurité et que le numéro de carte de crédit est valide, donc il fait, la bonne durée, il commence par les bons numéros, correspondant à Visa. When, donc là, c'est l'action, mon élément déclencheur, l'utilisateur appuie sur le bouton payer. Then, donc alors le résultat attendu, on veut que l'utilisateur voit un message de confirmation de paiement. Il y a aussi d'autres manières d'écrire les critères d'acceptation, avec des scénarios. Donc, voilà, une étape, un résultat attendu, une étape, un résultat attendu. On est très descriptif, au niveau écran, au niveau, workflow. Je trouve que Given When Then, c'est pas mal. Ça a l'avantage aussi de pouvoir être, quasiment copié-collé, par les développeurs pour rédiger les tests unitaires et donc qui viennent compléter, ces tests fonctionnels. Donc, je trouve que c'est très intéressant parce que ça permet de gagner du temps aussi et de encourager les développeurs à écrire des tests unitaires et des tests end-to-end, ce qui est très bien pour la couverture fonctionnelle de tests. Les critères d'acceptation, si on voit qu'on en a plus que 10 pour une user story, ça peut être, une fois de plus, c'est pas une règle qui fonctionne à tous les coups, mais ça peut être l'indication qu'elle fait trop de choses. Et donc, ça peut être, une fois de plus, on va parler de découpage, mais ça peut être le signe, découper les user stories. Donc, je vous donne un petit exemple user story avec ses critères d'acceptation pour voir, voilà, dans un cas concret. Donc là, on est sur une user story, il faut imaginer un récepteur d'hôtel qui utilise son ERP. On l'appelle, il veut pouvoir identifier la personne qu'il a au bout du fil. Donc, en tant que réceptionniste, je fais une recherche dans ma base de données client par numéro de téléphone afin d'obtenir rapidement les données de la personne qui appelle. Donc, le numéro de téléphone de la personne qui appelle, il est souvent affiché sur le combiné en fait, du réceptionniste. C'est donc plus facile pour le réceptionniste de chercher le client qu'il a au bout du fil en tapant le numéro de téléphone qu'il a sous les yeux, plutôt qu'en demandant au client de lui épeler son nom, qui pourrait entraîner des fautes d'orthographe, des sources d'erreurs s'il n'entend pas bien. Donc c'est vrai que souvent on dit un client, on le recherche par son nom. Bah là, on est sur une user story qui vient demander de compléter cette recherche par numéro de téléphone. Les règles de gestion.
La ponctuation, elle peut être tapée, mais elle ne doit pas être prise en compte par le moteur de recherche. Et souvent, les numéros de téléphone, on va les écrire avec des slash, des points, des espaces, des tirets, tout concaténé. Donc l'idée, c'est de permettre toutes sortes de saisies et de quand même renvoyer tous les résultats correspondants. Et la recherche se fait en mode commence par. Autant quand on est sur un nom, être en mode contient, c'est pertinent. Autant pour un numéro de téléphone, on va toujours taper le numéro de téléphone par son début. Donc si on peut éliminer des résultats et avoir une recherche qui est plus performante en précisant ce commence par, on ne va pas s'en priver. Ce qui nous donne les critères d'acceptation suivants. Donc si en base de données, donc mon given, on a trois clients avec 3 numéros de téléphone différents, 2 qui commencent par 06 78 98, donc le premier et le troisième étant écrit avec des tirets, et le deuxième qui contient 06 78 98, mais qui ne commence pas par 06 78 98. Donc, quand l'action, la réceptionniste tape 06.78.98, on retrouve bien les clients qui ont, donc les clients numéro 1 et numéro 3, qui ont les numéros de téléphone qui commencent par 06 78 98 et pour lesquels la ponctuation a été complètement ignorée. Donc, on a bien la version conversion avec les tirets alors qu'on a tapé avec le point. Donc là, on a un test. Je vérifie du coup finalement mes 2 règles de gestion. Une bonne pratique, normalement, est d'avoir un scénario par règle de gestion, d'éviter de tester 2 règles dans un test. Tout simplement parce que du coup, s'il y a un bug dans ce test, ça veut dire que toutes les règles de gestion sont en erreur, sont en chaos, alors que potentiellement c'était seulement l'une d'elles. Donc voilà. Mais bon, là, pour illustrer mon exemple et pour éviter d'avoir toute une liste, j'ai tout concaténé dans la même. Quand on rédige les tests, finalement, ça aurait pu aussi être un webinaire complètement sur les tests. C'est vraiment un vaste sujet également. Il faut aussi penser pas seulement au cas où tout se passe bien, donc le cas où voilà, j'ai des résultats, mais aussi au cas où ça se passe mal. Donc là, par exemple, le réceptionniste, dans mon deuxième cas, qui tape 0679 99, alors que dans ma base de données, je n'ai aucun client enregistré avec un numéro de téléphone qui commence par ces numéros. Donc, aucun résultat ne s'affiche. Et là, on aurait même pu aller plus loin si on n'avait pas de règles. On aurait pu dire si le client n'existe pas, on peut le créer. Ça reprend le numéro de téléphone qui a été saisi. Enfin, voilà. On peut imaginer beaucoup de choses. En écrivant les tests, ça donne aussi des idées de nouvelles user stories. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie qui était un peu introductive, voilà, pour reprendre un peu les bases? Oui, on avait une question de Wassila sur est-ce que c'est le service QA qui écrit les tests d'acceptation ou le PO? Ça va dépendre des organisations. Moi, je trouve que c'est très important que ce soit le product owner qui écrive ses critères d'acceptation. Déjà parce que quand on a un service de testeur, on peut avoir 2 notions. Les critères d'acceptation qui vont servir aux développeurs pour dire OK, cette user story, elle est done, des fameuses definition of done dont on parle parfois, et les scénarios de test. Donc ça peut être 2 choses. Donc pour le coup, si on a un service de testing, de QA, le product owner va écrire les critères d'acceptation et par contre, côté QA, ils vont écrire tous les scénarios de test de manière beaucoup plus étayée, beaucoup plus précise. Ceci dit, voilà, comme je disais, moi je trouve que c'est bien que ce soit le product owner qui écrive les tests parce que c'est lui qui connaît le produit et que ça peut l'aider dans la rédaction des règles de gestion, de se rendre compte qu'il a oublié des cas ou qu'il y a des cas auxquels il n'avait pas réfléchi et qu'il faut qu'il le précise. S'il n'y a pas d'autres questions, du coup, je vais continuer. Est-il courant, judicieux d'utiliser les critères d'acceptation pour déterminer la sévérité mineure, majeure, bloquante d'une potentielle future anomalie? Je ne suis pas sûre d'avoir bien compris la question. Est-ce que quand on écrit les critères d'acceptance, on se dit bah, ok, celui-là il est hyper important, si ça ne marche pas, du coup le bug sera sévère, ou c'est noté dans les critères d'acceptance ça à l'avance? Auquel cas, en tout cas, moi ça m'est déjà arrivé de dire ce critère d'acceptation, c'est un must-have. Celui-là, s'il n'est pas respecté, ma user story, elle n'est pas done, je ne l'accepte pas.
et la partie test, donc scénario de test, où là, on rentre un petit peu plus dans le détail, qui peut être d'ailleurs fait par la QA. Ben, là, du coup, c'est en complément, mais ça n'empêche pas ma user story d'être quand même livrée et acceptée. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais sinon, vous pourrez repréciser dans le chat et puis on pourra en reparler à la fin. Ok, donc je poursuis. Qu'est-ce qu'une mauvaise user story? Alors, une mauvaise user story, des fois, c'est une user story qui n'est pas pertinente. Parfois, on va vouloir à tout prix, parce qu'on est agile, écrire des user stories, des user stories, des user stories. Mais n'oublions pas qu'une user story, c'est un récit utilisateur et que pour faire un récit utilisateur, il faut avoir des utilisateurs. Si, et ça m'est déjà arrivé, on est sur un outil qui n'a pas d'interface utilisateur, qui n'a pas d'IHM, qui n'a pas d'utilisateur, ou c'est que de la donnée qui transite, ben voilà, ça sert à rien de dire c'est une user story, on peut dire que c'est une spec. Et il n'y a rien de mal à ça. Ça n'empêche pas d'être agile. Une user story, donc ça je l'ai déjà beaucoup dit, c'est une user story, une mauvaise user story, c'est une user story où il y a trop de comment, où on va dire au développeur, voilà, je veux que tu fasses exactement ci, exactement ça. On va se priver de son intelligence collective, de son intelligence personnelle et collective, puisque derrière, entre développeurs, ils définissent les tâches ensemble, ils réfléchissent à la meilleure solution pour répondre aux besoins. Il vaut mieux se concentrer sur le quoi et le pourquoi pour leur donner tous les éléments de réflexion pour faire des propositions qui soient pertinentes, plutôt que d'être voilà, en mode petit chef, je veux que tu fasses ci, ça, tout seul, on n'a jamais les meilleures idées. C'est aussi une user story qui ne convient pas à votre équipe. Moi, ça m'est arrivé tout récemment. J'avais mon template, j'avais l'habitude qui fonctionne bien avec les équipes avec lesquelles je travaillais. Et là, je me suis confrontée à une équipe avec qui ça ne correspondait pas. Parce que voilà, le titre, par exemple, en tant que je veux à fin 2, leur semblait pas assez clair. Donc, on a revu ça. L'endroit, finalement, où était rédigée la user story dans le ticket et pas dans une partie plus documentaire. Les 3 C. Donc, les 3 C. Donc, le premier C, c'est pour card, qui veut dire que l'histoire doit être courte car elle doit tenir sur une carte. Nous, les agilistes, on a l'habitude de travailler sur des post-it. Donc, en vérité, mon titre doit tenir sur un post-it, si ce n'est pas le cas. Il faut le retravailler, c'est qu'il est trop long, ou qu'il se passe trop de choses dedans, et que ça doit être découpé. Et ça, c'est ce qu'on verra juste après. Conversation, donc en fait, les détails d'une user story, c'est pas le product owner tout seul dans son coin qui se dit bah moi je veux faire ça. Il faut le discuter, le présenter aux équipes de développement qui vont challenger les règles de gestion, par exemple, en disant bah voilà, là cette règle en fait elle est hyper complexe à mettre en place. Est-ce qu'on peut pas faire ça dans un premier temps? Ça répond aussi aux besoins. Enfin, voilà, l'idée c'est pas d'être en mode petit chef une fois de plus. J'ai dit que c'était comme ça et pas autrement. Non, on est dans la discussion, dans la conversation. C'est aussi présenter aux métiers, aux ergonomes, les fonctionnalités pour voir s'il faut la faire évoluer. Et enfin, le troisième C, confirmation, c'est les fameux tests, les critères d'acceptation qui permettront aux développeurs de vérifier s'ils ont bien répondu aux règles de gestion. Sinon, rien n'oublie. Enfin, INVEST, donc c'est un acronyme qui permet un peu de vérifier qu'on respecte bien tous les critères pour dire qu'une user story est bonne. Donc, une user story, c'est une user story qui est indépendante. Malheureusement, dans un projet, on a toujours des dépendances. Voilà, telle user story doit-elle faite avant celle-ci, sinon on ne peut pas démarrer ça. Ou de développeurs qui ne peuvent pas travailler en parallèle ensemble. On ne peut pas l'éviter, mais il vaut mieux essayer dans un sprint de mettre que des user stories qui sont indépendantes les unes envers les autres pour éviter de tomber dans ce genre de travers et d'avoir des goulots d'étranglement côté gestion de projet. Négociable, je le disais, ça va avec le deuxième C, la conversation, ben voilà, c'est collaboration. Les développeurs ont des bonnes idées, les UX ont des bonnes idées, les métiers, les utilisateurs clés, et nous, de notre côté également, en fait, on doit synthétiser tout ça quand on est le développeur. Donc, la user story, elle peut même évoluer au cours du sprint, parce que le développeur, quand il a commencé à développer telle règle de gestion, il a une remarque tout à fait pertinente qu'on décide de prendre en compte. Donc voilà, c'est quelque chose de vivant. C'est un récit utilisateur.
De valeur, je ne l'ai pas beaucoup dit, mais le rôle du product owner, c'est bien évidemment de maximiser la valeur. Je fais un petit poke à mon ami Thibaut qui est là, avec qui on avait animé le podcast, voilà, qu'est-ce qu'un bon PO, et dans lequel on répétait beaucoup, le PO, c'est quelqu'un qui est maximisateur de valeur pour son produit. Et donc là, c'est pareil, on ne va pas s'amuser à faire une user story parce qu'elle nous plaît. On l'a fait parce qu'elle apporte une valeur métier, business, utilisateur. Donc ça, c'est toujours important. Estimable, quand je dis qu'une user story doit être estimable, je pense pas seulement aux story points, je pense pas seulement au temps passé, je pense pas seulement au temps estimé pour faire des macro-chiffrages. Je pense aussi comprise, palpable, voilà, donc pas seulement au niveau taille, mais aussi pour que l'équipe de dev puisse s'organiser, de dire ok, celle-ci elle est facile, moyennement facile, très compliquée, pour qu'ils puissent se dire bon bah ok, celle-là on va la faire en paire, on va la faire à deux. Donc quand je dis estimable, en fait c'est plutôt palpable, mais c'est aussi estimable, hein. En Scrum c'est quand même bien utile de pouvoir utiliser des story points pour vérifier l'avancement du sprint, ce qui est un petit peu moins nécessaire en Kanban. Suffisamment petite pour tenir sur un sprint. Si elle ne tient pas sur un sprint, c'est qu'il faut la découper. Et ça, c'est ce que je vais vous présenter juste après, donc qui était aussi tout l'intérêt de la présentation, en fait, de voir comment on peut challenger le découpage des user stories. C'est pas toujours évident. Et enfin, testable, je ne vais pas non plus m'étendre là-dessus, on en a beaucoup parlé des critères d'acceptance, mais c'est très important pour un développeur pour dire « Ok, j'ai fini cette user story, je suis conforme à la definition of done, j'ai bien vérifié que tous les critères d'acceptance étaient respectés. » Donc, le nerf de la guerre, le découpage d'une user story, parce que autant c'est facile d'écrire un bon titre, une bonne description, des bonnes règles, des critères d'acceptance, autant derrière, l'art du découpage, pour moi, c'est vraiment quelque chose qu'un product owner doit masteriser, parce que c'est ce qui va lui permettre de planifier son sprint correctement, s'assurer qu'il n'y a pas de dépendance, s'assurer que tout peut être parallélisé, et aussi s'assurer qu'on va livrer de la valeur au plus vite. Donc Olivier Lelanne, c'est pas moi, Olivier Lelanne a inventé ce jeu de cartes, le split poker, qui peut être utilisé avec vos équipes et qui permet du coup de passer au crible une user story, au crible d'une carte et de se demander comment on peut la découper. Je vais vous donner pas mal d'exemples. Donc par exemple, on peut se dire ok, je découpe une user story en partant sur des étapes de workflow. Par exemple, ma user story, en tant que client, je prends rendez-vous afin de réserver un créneau, et on peut la découper en petites étapes. En tant que client, je choisis ma prestation afin de voir les créneaux disponibles en fonction de la durée de la prestation que j'ai choisie. En tant que client, je choisis un créneau afin de le réserver dans l'agenda de l'institut. Donc là, on fait le lien côté prise de rendez-vous, côté institut, par exemple, qui a son propre SI. Et ensuite, donc, on peut avoir aussi la variation des règles métiers. En tant qu'assistant, je recherche un restaurant afin de réserver un dîner. On peut aussi le découper en plusieurs manières de rechercher. Donc, je recherche un restaurant par son nom. Voilà, là, on est sur une petite user story. Je recherche un restaurant en me géolocalisant. Donc, je recherche un restaurant autour de moi. Donc là, on est aussi sur une autre user story, une autre micro-fonctionnalité. Et en tant que client, je recherche un restaurant par sa gamme de prix afin de réserver un dîner. Donc là, on voit, on est allé découper en faisant des variations de règles de gestion, de règles métiers, ces user stories. Où finalement, une règle de gestion devient une user story. Ça nous assure aussi d'être très très fin dans les règles derrière qu'on va mettre de faire ça. L'effort principal, l'effort secondaire, donc voilà, on sait, donc je n'ai pas les chiffres exacts, mais on sait que Visa, c'est ce qui est le plus communément utilisé par les gens, en tout cas en France. Ensuite vient Mastercard et American Express est très très loin derrière. Donc en fait, si on veut mettre en place du paiement en ligne, et voilà, on va se concentrer sur l'effort principal. Et on peut faire une première règle de gestion qui dit je règle mon achat par carte Visa afin de confirmer la commande. Ensuite, on fera une user story pour intégrer le protocole Mastercard. Et enfin, en dernier lieu, le protocole American Express. On est aussi là vraiment dans la loi de Pareto, 80-20. Je vais, avec 20% d'efforts, contenter 80% de mes utilisateurs et inversement, derrière, avec 80% d'efforts, 20% de mes utilisateurs. En effet, American Express, c'est un très bon exemple, très peu utilisé en France et un protocole très compliqué à mettre en place. On voit que ça aide aussi à la priorisation de bien découper.
Simple, complexe. En tant que voyageur, je recherche un vol afin de le réserver. Et ben voilà, on peut dire au début, je recherche un vol sans escale. Donc là, c'est le truc très simple, hein, point A, point B. On peut venir complexifier en disant je recherche un vol en incluant les aéroports à proximité. Et enfin, je recherche un vol avec des dates flexibles. Donc là, on va rentrer dans quelque chose d'encore plus complexe. Pareil, on vient finalement tout de suite rendre le service à la première itération et peut-être à l'itération 7, on viendra challenger, compléter, complexifier en fait cette recherche. Variation de données, donc j'avais eu le cas dans une de mes expériences où je travaillais sur un ERP traduit et distribué dans plusieurs langues et qui faisait donc la comptabilité. Et ben voilà, pour la partie comptabilité, en tant que comptable français, je récupère le plan comptable français qui est différent du plan comptable italien. Et donc là, on va pouvoir s'attaquer pays par pays, langue par langue. Et là, on était même dans une spécificité vraiment très particulière, parce qu'un plan comptable, quelque chose qui existe dans plusieurs pays, mais qui diffère. Voilà, on n'a pas la même affectation des comptes d'un pays à l'autre. Variation d'interface, donc là, pareil, on est un peu avec le simple complexe, hein, finalement, parfois ça se recoupe un peu. Par exemple, là, la secrétaire saisit un rendez-vous afin d'enregistrer dans l'agenda. Et ben, au début, on va mettre un truc un peu quick and dirty. Elle saisit son texte textuellement, JJ/MM/AAA. Et dans un deuxième temps, quand l'UX est passé, qu'on a eu des belles maquettes, eh ben, on va permettre à la secrétaire de saisir le rendez-vous en cliquant visuellement sur un petit composant calendrier qui serait très joli. On peut aussi, derrière variation d'interface, penser tablette, web, mobile. Voilà, c'est aussi un truc à penser. Performance en 2 temps, pareil, voilà, on rend le service, on y va et après on vient améliorer. On peut demander au technicien de récupérer le résultat d'une étude en moins de 10 secondes pour le transmettre au manager. Donc voilà, on met un premier critère, pas très performant. Et ensuite, dans un second temps, on viendra demander, maintenant on veut que tu ailles optimiser les requêtes que tu as déjà mis en place, on rend bien le service, mais on veut que ça prenne moins de 3 secondes. Il y a plein d'autres cartes dans ce petit jeu que je vous invite vraiment à découvrir. Il est gratuit. J'ai mis le lien aussi dans la présentation, on vous le transmettra. Je trouve que ces cartes sont très utiles également pour écrire les critères d'acceptation, parce que parfois on manque un peu d'inspiration. Voilà, on pense à une règle, on ne sait pas trop comment la tester. Toujours penser à CRUD quand on rédige des tests. Mais aussi des user stories, hein, parce qu'une fois de plus, c'était l'objet. Voilà, pour une fonctionnalité, j'ai toujours create, read, update, delete. Donc, pareil pour mes tests, je vais tester de créer, lire, mettre à jour, supprimer, bien penser à chacun de ces cas. Pour les tests, mais aussi pour les user stories, voilà, je disais, si plusieurs personas sont concernés par une user story, on peut faire une user story par persona. Pareil au niveau des tests, si j'ai un logiciel avec des accès de type admin, des accès de type client interne et des accès de type client externe, bien penser à tester en me connectant avec tous ces types de profils utilisateurs. Parce qu'il peut y avoir un bug qui est caché que sur un seul de ces profils. Et si on teste toujours avec le même profil, on risque de passer à côté de choses. Happy, unhappy, voilà, bien penser à qu'est-ce qui se passe si l'utilisateur saisit un point à la place d'une virgule. Est-ce que je ne permets pas de saisir le point à la place de la virgule ou est-ce que je remplace le point par une virgule? Voilà, on a dans Excel parfois ce genre de soucis. Faut bien penser en fait à tous les cas où la personne va taper n'importe quoi ou quand on est dans un workflow à faire suivant super vite, plus vite que la machine, ça peut occasionner des problèmes. Donc quand on rédige les tests, il faut bien essayer de penser aussi à tous ces cas un peu tordus, pas que les cas où tout se passe bien, que l'utilisateur va pouvoir faire. Variation de plateforme, c'est tablette, mobile, PC, Mac, Linux, Chrome, Safari. Voilà, pensez à, quand on rédige les tests, à tester toutes les plateformes. C'est pour ça que le product owner n'a pas le temps de faire toute cette profondeur de tests, qui peut écrire les tests, mais que ça peut être un département de QA qui les joue. Je trouve ça important que le product owner teste au moins un des cas sur au moins une plateforme, au moins un profil utilisateur. Voilà. Mais il n'aura pas le temps de tout faire. Il ne peut pas s'occuper des utilisateurs, maximiser la valeur, les interroger, rédiger les specs et faire une telle profondeur de test. Mais je trouve que c'est important quand même quand on est en phase de mise en production de quand même bien penser à tout ça.
Et enfin, du coup, pour clore ce sujet, il peut y avoir des user stories, donc des spécifications, des besoins qui ne donnent pas lieu à un développement, mais qui donnent lieu uniquement à de la recherche. Donc, voilà, étude et implémentation, on peut tout à fait demander dans le backlog à un développeur d'étudier le protocole American Express ou le protocole Apple Pay. Ça ne donnera pas lieu à un développement, mais à une présentation derrière qui viendra aider le développeur, le product owner à prendre sa décision pour dire « Ok, on y va, on n'y va pas tout de suite, on y va plus tard ». Fin de cette présentation. Alors, je suis vraiment désolée pour tous les petits couacs techniques. Comme on l'a annoncé au début, c'est notre premier webinar. Donc, ouais, il peut y avoir des petits loupés. C'est les aléas du direct. J'espère que ça ne vous a pas empêché d'apprécier la présentation. Je vais vous partager du coup le lien Klaxoon. Je pense que Nassim va vous le partager. Je vais le partager là, juste à l'écran. Si vous le souhaitez, voilà, c'est pas obligé. Vous pouvez partager vos templates, tout simplement soit en cliquant sur le petit plus ici, soit même en faisant glisser directement sur le support vos PDF, vos images. Vous pouvez aller télécharger les PDF et les images des autres pour vous en inspirer. Vous retrouvez ici, là, en haut à droite, notre lien LinkedIn, notre adresse email aussi, si vous voulez nous faire part voilà, de vos retours, de vos suggestions. Comme c'est le premier, voilà, on est hyper preneurs. Et une fois de plus, voilà, comme c'est le premier, mais je pense qu'on le fera à chaque fois. Moi, ça m'intéresse de savoir ce que vous avez pensé de ce webinaire, si la présentation était claire ou pas assez, si vous aviez des attentes auxquelles on n'a pas répondu, des choses qu'on n'a pas vues alors que vous pensiez qu'on allait les voir, ça nous aidera à préparer peut-être une deuxième session. Et je vous propose maintenant, voilà, si vous souhaitez, d'allumer vos micros, pas tous en même temps, et puis qu'on a un moment d'échange. Vous pouvez poser vos questions oralement ou dans le chat. Moi, j'aurais une petite question, je ne sais pas si vous m'entendez. On t'entend, oui. J'aurais envie de revenir sur les critères d'acceptance. Il y a une phrase en fait qui m'a un peu surpris, c'est il faut au moins que ce critère d'acceptance passe, c'est le minimum vital. Sauf que pour moi, quand je rédige mes critères d'acceptance, il faut que l'ensemble passe, quoi. Parce que Je suis sinon, ça d'accord peut avec pas toi. marcher. Donc, peut-être que Je suis moi, j'ai d'accord avec mal toi. compris. Non, c'est moi, c'est un abus de langage. En fait, c'est quand j'ai dit, voilà, on peut avoir des critères d'acceptance et des scénarios de test. Et pour le coup, voilà, les critères d'acceptance, c'est ce qu'on veut qu'ils passent. Et les scénarios de test, ça vient compléter, ça vient mettre de la profondeur de test. On l'a vu là avec, comme je disais, tester toutes les interfaces, tester tous les profils utilisateurs. Mais bon, ça ne permet pas de vérifier que la règle de gestion est bien respectée. Ça, c'est vraiment fait au niveau des critères d'acceptation et c'est bien en ça que se distinguent les critères d'acceptation et les scénarios de test. Donc, je suis désolée si je vous ai embrouillé sur cette partie. Non, non, pas de souci. Et du coup, si je peux juste enchaîner sur une question, après j'arrête, je laisse parler les autres. Par rapport aux critères d'acceptance, alors je pense que ça vient avec le temps, mais on n'aura peut-être pas rédigé tous les critères comme il faut et tout. Est-ce que le fait de se faire aussi aider par les devs lors de leur développement qui vont vous dire, par exemple, est-ce que ça serait pas bien de tester ça? Est-ce que je mettrais pas ce test unitaire là en place? Est-ce que ce genre d'échange et de dialogue, c'est reconnu comme productif ou est-ce que on devrait rester plus dans le rôle du PO qui devrait tout anticiper sans avoir à parler avec ses devs Alors, je pense ou que ses autres PO? le product owner, c'est certainement pas un grand Manitou dans sa tour d'ivoire qui impose les choses. Enfin, en tout cas, moi, c'est pas ma vision. Une fois de plus, en plus aujourd'hui, voilà, je vous ai présenté ma vision, hein. Pas la science infuse et il faut que ça s'adapte derrière à vos contextes. Mais non, moi, je trouve que c'est très bien d'être ouvert à la discussion avec le développeur. Attention quand même à pas tomber dans le travers où on rédige pas du tout les critères d'acceptation et on se repose entièrement sur le développeur parce que derrière, il peut avoir tendance à ne suggérer que ce à quoi il a pensé. C'est pour ça que c'est toujours bien Oui, d'être bien à sûr. deux cerveaux. Mais si le développeur voit des tests auxquels nous, on n'avait pas pensé et qui lui semblent pertinents et qui nous semblent pertinents, ce serait vraiment dommage de se priver de sa suggestion. Ok, on est d'accord, très bien. Eh ben, merci beaucoup et encore super présentation. Merci, désolée pour les aléas. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question ou même une réaction ou un partage d'expérience?
des choses auxquelles vous n'étiez peut-être pas d'accord d'ailleurs aussi. C'est tout à fait possible. Moi, j'avais réagi tout à l'heure sur la première partie de la conf, sur l'un de tes exemples de critères d'acceptation où il y avait quand le client clique sur le bouton payer. Ouais. Et j'avais réagi en disant que là, tu es déjà dans la recherche de solutions, un bouton avec payer. C'est vrai. Et que du coup, je l'aurais plus tourné sur quand le Quand le client bouton paye. déclenche le paiement, quoi. Je suis d'accord avec toi, ouais, effectivement. En plus, je suis la première à dire il ne faut pas trop de comment. Donc, je suis complètement d'accord avec toi. Ouais, je le retoucherai pour le coup. Quelqu'un qui a perdu, qui a enlevé mon fond sur Klaxoon. C'est pas grave, c'est collaboratif. Que quelqu'un fasse CTRL-Z. CTRL-Z, CTRL-Z. C'est pas grave, je le remettrai. Ouais, donc merci pour ta remarque tout à fait pertinente, Thibaut. Merci, il est revenu. Est-ce que quelqu'un d'autre, avant qu'on termine Oui. Ouais. Je vais avoir une petite question, Barbara. J'ai là actuellement dans mon équipe les développeurs qui veulent absolument qu'on mette tous les cas, dans les critères d'acceptation, les cas même non passants, de la non-règle, etc. Donc, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez connu, vous, dans vos différentes équipes, tous. C'est une question ouverte à tout le monde, et si ça vous choque. Et voilà ce que vous en pensez, parce que ça prend beaucoup de temps quand même. Et après, c'est un peu le travail du testeur, à mon sens. Voilà, je voulais avoir votre avis. En tout cas, personnellement, quand je viens compléter des règles existantes avec une user story qui vient du coup finalement rajouter des choses, je mets dans les critères d'acceptation des tests de non-régression, parce que du coup là, c'est un cas vraiment hyper pertinent. Je ne les remets pas à chaque fois quand on est sur des choses nouvelles. À mon sens, c'est dans le plan de test que derrière, ils doivent être mis, et côté testeur, côté QA, ou si c'est la même personne qui fait les tests, fait à ce moment-là. C'est que mon avis. Effectivement, ça m'intéresse d'avoir l'avis des autres. Si je peux compléter de mon côté, parce que j'ai rencontré ce genre de souci-là. Clairement, moi, pour commencer à mettre des tests dans les critères d'acceptation, ce sont le common usage, en fait. L'utilisation normale, on va dire, on peut les mettre en critères d'acceptation. Tout ce qui va être les comportements exotiques, ou d'aller pousser la programmation ou le code jusqu'au bout, ça n'a rien à faire dans les critères d'acceptation. Ça, c'est un cahier de recettes. C'est des scénarios de test, ouais. Il peut y avoir un critère d'acceptation, que le cahier de recettes soit validé avec l'aval du lead tester, etc. Peu importe la structure de comment c'est. Mais voilà, avoir des common usage, l'utilisation normale du produit, mais pas tout et n'importe quoi. Ouais, d'où l'importance de bien distinguer critères d'acceptation et scénario de test. Bon, du coup, j'enchaîne sur une deuxième question, si on a encore un tout petit peu de temps. Du coup, tu n'as pas parlé de contexte dans tes user stories, parce que tu considères que ce n'est pas indispensable ou parce que tu considères que ce n'est pas pertinent? Alors, j'en ai parlé un tout petit peu dans la partie description, mais du coup, c'est effectivement pas obligatoire. Mais moi, pour moi, c'est obligatoire. Dans la méthode, c'est pas obligatoire, mais je trouve que c'est essentiel pour que les développeurs ils comprennent bien pourquoi ce besoin, pourquoi cette remontée, pourquoi ils sont en train de retoucher un truc qu'ils ont déjà développé il y a 3 mois d'une certaine manière et qui en fait ne convient pas, où est-ce qu'on est dans l'application. Donc personnellement, dès que c'est possible, en tout cas, je leur fournis toujours des éléments de contexte et je l'inclus dans la description juste avant les règles de gestion. Donc j'ai titre, contexte, description, quoi, les règles de gestion et les critères d'acceptation. Même pour soi-même, c'est utile, je trouve. On est sur tellement de sujets que tu oublies des fois le contexte de pourquoi tu as fait cette user story-là, et le fait de le revoir affiché, ça t'aide dans les critères d'acceptation, à te remettre dans la peau de l'évolution, quoi, en fait. Ouais, même à prioriser aussi, parce que derrière, tu vas te dire, bon, 10% des utilisateurs. Ok, 10%, bon, ben, je ne le fais pas tout de suite, je suis au début de mon produit, c'est quelque chose que je viendrai attaquer un petit peu plus tard. Donc, c'est clairement pour la priorisation aussi, finalement. Yes, bon, on est en phase. Top.
Bon, je vois qu'on arrive au bout de l'heure. Je suis vraiment navrée. Note à toutes les personnes qui veulent faire des webinars, Zoom n'est plus the outil. Voilà, Zoom vous coupera au bout de 30 minutes. Il faut savoir, je le saurai pour les prochaines fois. Et puis, du coup, ça nous aura servi de crash test pour les prochains. En tout cas, j'espère que vous avez quand même apprécié l'exercice. J'ai hâte de lire vos petits commentaires et puis peut-être de vous revoir sur un prochain format pause-conf. Normalement, on en organisera une dans 2 mois et ce sera pas moi, ce sera d'autres collègues apologistes. Parce que c'est moi. Merci à tous. C'était un plaisir de vous avoir là. Merci. Merci à vous. Merci Bon beaucoup. après-midi, Merci à vous. à bientôt. Au revoir. N'hésitez pas, à nous rejoindre sur LinkedIn où nous mettrons le lien vers l'enregistrement une fois qu'on aura pu recoller les 2 morceaux et où nous communiquerons aussi sur différents articles ou sur le prochain événement d'échange, de conférences qui devrait venir en fin d'année. Bonne journée à tous. Merci à vous deux. À bientôt. Au revoir, à Ciao, ciao. Bonne journée, au revoir. À bientôt, au revoir. Merci beaucoup.